Yes. Du coup, bienvenue dans ce premier webinaire sur, comme on le disait avec Louis là, sur qu'est-ce que la préparation mentale? Une introduction, en fait, une présentation, générale de la préparation mentale dans le sport. Du coup, c'est le premier d'une longue série puisqu'en fait, on a monté un groupe, qui s'appelle la préparation mentale sans prise de tête et tiens, Louis, je te laisse, présenter la team derrière tout ça. Alors ce groupe déjà c'est un groupe Facebook donc qui est public, hein, donc n'importe qui peut y accéder assez facilement. L'idée derrière ce groupe donc c'est d'aborder la préparation mentale, d'en discuter, de faire de l'information, créer de l'interaction et du coup on est 4 à avoir monté ça. Nous on va prendre le temps de se présenter juste après, donc déjà il y a moi et Brice et ensuite on a Alexandre Marteau qui est préparateur mental aussi, qui lui bosse plutôt sur Paris et dans l'Oise et on a Kevin Juel qui est également préparateur mental et qui lui travaille sur Lyon. Donc voilà, on a décidé de monter cette petite équipe-là et on essaye de monter un projet qui crée de l'interaction, qui va permettre à tout le monde d'apprendre plein de choses, de rendre la préparation mentale accessible, parce que bien souvent, on peut l'associer à quelque chose de... Disons que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc là, l'idée, ça va être d'appréhender un petit peu ça d'une autre manière, qui soit la plus claire et concise pour les sportifs, mais aussi pour les accompagnements de sportifs. Les accompagnants, pardon, de sportifs. Sachant qu'on a tous plus ou moins un petit peu nos petites spécificités, nos petites spécialités, en tout cas en termes de sport. Alex, qui est sur Paris, lui, c'est plutôt le tennis et le golf. Il y a le tir à l'arc aussi. Kevin, il est à fond sur Lyon, il est à fond dans le tennis, étant lui-même pratiquant à bon niveau. Moi, c'est essentiellement le triathlon, le trail, l'escalade. Tous les sports un petit peu ultra, si on veut. Et je suis sur Gap, dans les Hautes-Alpes. Et donc, Brice, je te laisse peut-être Ouais. t'auto-présenter. Du coup, moi, je suis pas mal sur tout ce qui est escalade, kite, et je travaille en ce moment pas mal avec des gens qui font les sports mécaniques, donc motocross, auto, voilà, rallye et natation aussi. Voilà, et après et aussi avec ouais, avec des trailers. Voilà, et moi je suis sur Ajaccio en Corse. Et du coup, on va prendre un temps pour se présenter un petit peu plus là avec Louis. Du coup, effectivement, on a créé un groupe Facebook pour créer un peu une communauté, pour échanger, pour faciliter les partages. Donc j'ai mis le lien dans le chat et si jamais vous voulez le trouver sur Facebook, ça s'appelle la préparation mentale sans prise de tête. Bah ouais, Louis, je te laisse te présenter en détail, toi. Tiens, comment t'en es arrivé à ton expérience personnelle pour arriver à l'accompagnement de sportifs? Moi déjà, je suis sportif au départ. J'ai commencé dans le domaine de l'escalade, tout petit, donc je grimpe depuis toujours. J'ai abordé l'escalade un petit peu sous toutes ses formes, autant dans des salles jusqu'en montagne, en bloc, en terrain d'aventure, en grande voie, etc. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours intéressé. C'est un petit peu cet aspect du qu'est-ce qui se passe dans la tête du grimpeur qui mentalement est plus fort que moi. Comment est-ce que lui, il arrive à appréhender les choses différemment? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à rester motivé? Qu'est-ce qui fait que lui, il n'a pas peur quand moi j'ai peur? Donc c'est déjà des choses qui m'ont bien intéressé. Ensuite, moi j'ai un parcours STAPS, donc en fac de sport, que j'ai effectué à Gap puis à Chambéry. Et donc ça m'a permis d'appréhender plein de sports différents, pour le coup, étant uniquement grimpeur. Là, ça m'a permis vraiment de voir un petit peu les sports collectifs et des sports que j'aurais jamais fait de moi-même. Et donc ça m'a permis donc d'étoffer un petit peu, si on veut, mon expérience dans le sport. À l'issue de ce cursus en STAPS, je me suis formé à l'hypnose. Et pour moi, en fait, le pont entre l'accompagnement des gens de manière globale avec l'outil hypnose m'a semblé évident par rapport au sport. Parce que moi, en fait, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je me disais, ah ouais, tiens, ça, dans le sport, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et donc, du coup, j'ai continué de me former dans ce domaine-là, vraiment spécifique au sport, en préparation mentale. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une évidence, en fait, dans tous les cas, d'accompagner des sportifs. Après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup bossé sur moi, parce que avant tout, quand je voyais des choses, c'était comment moi, je pouvais progresser. Et ensuite, en voyant que les outils fonctionnaient super bien sur moi, je me suis dit pourquoi pas les partager avec les autres. J'ai pu expérimenter un petit peu tout ça. Moi, du coup, j'ai fait du triathlon longue distance. J'ai fait 2 Ironman, c'était en 2018, donc il y a 3 ans, ou Ok. 2019, je sais plus. Et explique peut-être Euh, pour ceux qui font pas du triathlon ce que c'est qu'un Ironman quand même. ouais, un Ironman, c'est un triathlon donc longue distance. Il y a 3,8 km de natation qu'on enchaîne avec 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Donc on termine par un marathon. Et là, du coup, mentalement, c'est plutôt éprouvant, autant la course elle-même que l'entraînement,
parce que c'est un entraînement qui est très, très chronophage. On y passe beaucoup, beaucoup de temps et donc bah, ça m'a laissé tout le loisir pendant quasiment 1 an, bah, de peaufiner des techniques, d'en apprendre des nouvelles, justement pour arriver à mieux gérer la douleur, les distances, le stress, les appréhensions, les émotions, tout ce genre de choses. Donc ça a été une super école, en tout cas, ce projet-là que j'ai eu sur l'Ironman. Et après, il y a aussi l'exposition au froid où je me suis un petit peu pris d'amour pour aller me baigner dans des lacs gelés en hiver. Et là, encore une fois, bah, mentalement, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à déconstruire qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà un petit peu, moi, mon parcours qui m'a amené à travailler avec des sportifs. T'es un peu bizarre comme garçon quand même, hein. Aimer, Ouais, clairement, clairement. aimer faire des trucs de 180 km de vélo, un marathon pour finir, après 4 km de natation, se baigner le froid l'hiver. Faut quand même un sacré mental pour faire ça, quoi. Ça se Euh, travaille. il paraît. Le Presque, cerveau est un muscle. presque comme les autres. Ça se C'est travaille, en ça. tout cas, ça s'entretient et ça se Ouais. développe. Bah, moi, j'ai fait pas mal de sport. Tiens, c'est marrant, du triathlon aussi quand j'étais jeune. Pas mal de vélo. Et hormis ça, après, je me suis mis aussi à l'escalade. Et bah, effectivement, là, je me suis quand même assez vite rendu compte de l'importance du mental parce que bah, en fait, j'avais pris un coach physique, je me suis entraîné physiquement parce que je voulais. Bah, moi, ce qui me plaît vraiment dans le sport et dans la vie, c'est de me dépasser. En fait, ce qui me motive, c'est d'arriver à faire des choses que je pense pas possibles, quoi. Avec de l'entraînement, au bout d'un moment, en me donnant du temps pour ça. Mais moi, je voyais des grimpeurs qui faisaient des grandes voies de 400 mètres avec des trucs durs et je me disais, bah, ça doit être. Voilà. Et puis un jour, j'ai réussi à faire ça. Donc je me suis dit, ben voilà, t'arrives à faire ça, ça me plaît vraiment. Et je me suis mis à m'entraîner physiquement et j'ai progressé vraiment, j'ai atteint un palier. Et je me suis rendu compte aussi en même temps que j'atteignais justement un palier et que en fait j'avais beau être le champion du monde de la... Ça va peut-être parler à certains sportifs par là, mais le champion du monde de la traction à un bras, j'avais beau être très fort physiquement, il y a des choses que quand j'étais à 200 mètres de haut, bah, j'arrivais plus à les faire. Et bizarrement, les conditions étaient exactement pareilles, taille des prises, tout ça était vraiment pareil. C'est juste que bah, mentalement, bah, il se passe quand même, vous imaginez bien, des choses un petit peu bizarres quand on est à 200 mètres de haut. Et bah là, du coup, je me suis intéressé à la préparation mentale et assez vite, je suis tombé sur l'hypnose parce que c'est un des outils les plus puissants et j'ai commencé à creuser dans ce domaine-là. Et pareil que toi, en fait, j'ai testé des choses pour moi et puis après, bah, j'ai voulu aussi en faire profiter des copains et puis je me suis mis comme ça à accompagner des gens. Et puis finalement, l'air de rien, on en fait son métier et on aime ça. Aujourd'hui, je fais de l'escalade, je fais pas mal de kitesurf aussi et j'ai aussi pu maîtriser aussi toute la part mentale. Alors, bah aussi sur un peu sur l'acceptation du risque, voilà, sur l'engagement, mais aussi là pour le coup avec tout ce qui est, on en reviendra après, mais sur tout ce qui est l'apprentissage de gestes techniques en termes de visualisation, le timing. Par exemple, pour les sauts est très important. J'ai vu qu'il y avait pas mal de kiters. Et même pour le. Après, je suis passé au foil, donc une nouvelle discipline. Donc pour retrouver les appuis, les sensations, c'est effectivement le travail mental est hyper important. Du coup, il y a une question, on me demandait, et bah, du coup, tu peux répondre aussi pour nous deux. Toi, tu as fait quelle école? Comment tu t'es formé à ça? Ouais. Moi, je me suis formé à l'Arche. C'est l'académie d'hypnose à Paris, qui a aussi des pôles à Aix-en-Provence, à Nice. Moi, je me suis formé là-bas en hypnose. Après, j'ai fait une formation spécifique sur Paris, hypnose et sport. J'ai fait une formation en imagerie mentale avec Émeric Guillot sur la réathlétisation pour le coup. Et puis ensuite, ensuite il y a vachement de littérature si on veut là-dessus où on peut déjà apprendre plein de choses. Je pense notamment à la méthode Target, qui est vachement intéressante, où il y a plein de choses qui sont vraiment top à apprendre et à utiliser, si on veut, dans le cadre de l'accompagnement en préparation mentale. Et je pense que dans tous les cas, la formation, c'est un peu l'histoire d'une vie. Hein. On n'arrête jamais vraiment de se former. Donc, il y a plein d'autres projets de formation, dans tous les cas, qui sont dans les tuyaux. Et Super. toi? Bah, moi, j'ai un peu le même parcours que toi, hein. Ouais, c'est ça. J'ai aussi fait l'Arche, la formation hypnose et sport. Et après, donc, ça donne pas mal d'outils en hypnose, en PNL, et aussi la formation notamment en neurosciences sur toute la partie visualisation, mémorisation, apprentissage, qui donne pas mal de clés qu'on peut utiliser donc, notamment dans le sport. Et sachant que moi, bah, au départ, j'avais aussi mon cursus STAPS aussi, qui m'a bien aidé dans tous les cas à soutenir et à maintenir qui crée une bonne base, je dirais, à l'accompagnement dans ces cas-là. Et du coup, pour toi, tu dirais que la préparation mentale, ça sert à quoi? C'est quoi le but? Ok. Moi, il y a une citation que j'aime bien et qui colle assez bien. C'est, vous allez vite savoir d'où ça vient, hein, mais c'est, bah, tu sais, Louis, toi et moi, on a un peu le même problème dans la vie. On peut pas tout miser sur notre physique.
Bah, surtout toi. Et du coup, si j'ai un conseil à te donner, c'est vas-y sur un fonce sur un malentendu, on sait jamais, ça peut marcher. En Bon, fait, c'est pas du Molière, ça c'est sûr. non, c'est les bronzés pour, font du ski pour ceux qui ont reconnu. Et effectivement, je pense qu'en sport, on peut pas tout miser sur son physique. Alors après, il y a l'option, à la Jean-Claude Duss de foncer et on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, il paraît qu'il il finit congelé sur un télésiège. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a 4 grands piliers de la performance sportive, avec en parallèle l'environnement. L'environnement, ça va être tout ce qui vous entoure dans votre performance. Ça peut être la météo, ça peut être l'entourage, ça peut être s'il y a du public en compétition. Alors là-dessus, sur tous ces paramètres-là, vous n'avez pas la main. Par contre, dans votre environnement, je rajoute aussi tout ce qui est la nutrition et le repos, le sommeil. Et ça, pour le coup, ben, c'est les fondations sur lesquelles vont venir, après se baser le physique, le mental et les autres piliers de la performance sportive. Donc finalement, ça vient sous-tendre et ça vient soutenir toute la performance. Et les 4 grands piliers de la performance sportive, c'est d'abord, bah, le physique. Ensuite, bah, si vous avez le physique, c'est déjà une bonne base. Ensuite, il y a la technique. OK? Alors que ça soit en escalade, en course à pied, voilà, tous les gestes techniques. Après, il y a toute la stratégie. La stratégie, c'est la tactique aussi. Vous avez beau être super fort physique, courir super vite, vous êtes bien entraîné, vous êtes super fort physiquement, Si tactiquement, sur vous, si vous sur un marathon savez tu pars à bloc, ça peut pas marcher. exactement. La stratégie, la tactique, hyper important. Et le dernier truc, le sommet de la pyramide, bah, c'est le mental. Et ce sommet, en fait, ce pilier, il peut venir inhiber tous les autres. C'est-à-dire que, bah, je pense que vous connaissez tous des gens qui sont super forts à l'entraînement, mais qui se décomposent ou qui foirent vraiment leur compétition, ou des gens voilà, qui savent pas gérer le stress, qui s'effondrent complètement comme ça en compétition. Bah, à ce moment-là, c'est vraiment le mental. C'est la brique mentale, le pilier mental qui s'effondre complètement et qui vient en fait effondrer tout l'édifice. Et du coup, la prep mentale, bah, ça apparaît de plus en plus dans le sport, hein, dans la compétition. Alors, c'est vachement plus populaire aux États-Unis. Ça commence quand même de plus en plus à arriver en France. Et franchement, c'est chouette. Donc, nous, c'est aussi notre but et notre envie, c'est de démocratiser ça, d'en parler, de le faire connaître, de vulgariser ça aussi. Et donc, de donner des clés, des outils. Le mental, ça se travaille, ça se développe, ça s'entretient, ça se renforce. Tu dirais, tu parles de 4 piliers pour que tout le monde puisse être bien sûr qu'on parle de la même chose, hein. Mhm. Toi, tu dirais que tous ces piliers, ils sont au même niveau en termes d'importance? Ou est-ce il y en aurait certains qui seraient plus importants que d'autres? Parce qu'on a souvent tendance en fait à parler même quand on donne ces 4 piliers-là, de dire le physique c'est en premier. La première chose, c'est le physique. Mais est-ce qu'ils sont tous vraiment au même niveau, mais interdépendants et très interdépendants? Ou est-ce que selon toi, il y en aurait qui seraient plus importants que d'autres? Pour moi, les 4, ils sont au même niveau. Il faut tâcher de les travailler et de les entretenir. Parce que, encore une fois, vous avez beau être super fort physiquement, si mentalement vous écroulez en compétition, que vous savez absolument pas gérer le stress. Par exemple, il y a l'exemple en tennis avec Benoît Paire là, qui prend des grosses colères, qui casse Bel ses exemple. raquettes. Bah, du coup, finalement, il se fait interdire de compétition et de JO. C'est quand même malheureux parce que ça, c'est vraiment de la gestion des émotions. Ça, c'est vraiment pour le coup l'aspect mental. Et oui, on a tous on connaît tous, hein, des gens, et ça nous est tous arrivé des fois d'être super reposé, d'être physiquement au top, d'être dans un super cycle d'entraînement, de se sentir fort. Et puis le jour J, on ne sait pas trop, mais ça se passe pas bien. Et à l'inverse, moi, j'ai des souvenirs où bah, j'avais fait une soirée, j'étais un peu fatigué, je vais à la falaise et j'y vais en détente, hein, en mode touriste, et je me dis machin. Et là, je sors le CTC que je travaille depuis des mois. Et là, je me dis, mais enfin, du coup, il y a des belles surprises comme ça aussi. Et on se dit, bah ouais, effectivement, là, en fait, c'est passé quelque chose mentalement. En fait, il y avait beaucoup moins d'enjeux, beaucoup moins d'appréhension, grimper plus relâché. Et à ce moment, on sent bien que c'est quelque chose qui s'est déverrouillé mentalement, quoi, qui s'est passé mentalement. Ok. Bah, moi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport au pilier justement de la performance, sur le côté préparation, enfin sur le côté du physique, en fait. On parle beaucoup de préparation physique et on parle beaucoup de préparation mentale. Le fait est que quand quelqu'un va commencer à faire de la préparation physique, en général, il a déjà un certain niveau et il veut être meilleur. La différence avec la préparation mentale, aujourd'hui en tout cas, c'est que bah, la plupart du temps, en tout cas pour moi, les athlètes que je peux avoir en coaching, ils viennent me voir et ils viennent pas me voir en me disant j'ai un certain niveau, ça va plutôt bien, mais j'aimerais aller encore mieux.
En fait, aujourd'hui, notre travail, dans un premier temps en tout cas, il va vraiment venir se baser sur de la réparation mentale. C'est-à-dire qu'en soi, il y a un truc qui dysfonctionne en fait, au niveau du mental et c'est ça qui fait qu'on fait appel à un préparateur mental. Alors qu'on le sait tous très bien, dans le cas de la préparation physique, c'est pas du tout le cas. C'est pas quand je me blesse et quand je me fais les croisés aux genoux que je vais faire de la préparation physique. Je vais faire du kiné, je vais faire, tout le job qu'il y a à faire autour de ça, mais c'est pas nécessairement ça. L'idée de la préparation physique, c'est d'être prêt physiquement pour mon échéance. Bah, la préparation mentale, c'est exactement la même chose. Le but au départ de la préparation mentale, c'est d'être prêt pour une échéance. C'est pas de se retrouver 3 jours avant sa compète, de se sentir super mal, de pas bien dormir, d'avoir mal partout, de pas se sentir, de se dire qu'on va pas y arriver, de ci et de ça. L'idée, une préparation mentale qui est bien effectuée, ça fait que le jour de ta compétition, le jour où tu as décidé d'aller faire ta croix en escalade, ton record sur le 10 km route, ton trail de je sais pas quoi, c'est que tu sois prêt. Donc c'est quelque chose qui va demander un travail en amont, en fait. Parce que, en tout cas, moi, les athlètes qui viennent me voir et qui me disent: «Écoute, ouais, là, dans 3 heures, dans 4 jours ou dans une semaine, j'ai un truc super important et là, vraiment, je sais pas, je suis pas bien, là, ça va pas du tout». Bah, on répare au mieux, mais disons que, bah, l'athlète en question est pas nécessairement préparé. Donc l'idée, en tout cas dans ma manière d'appréhender la chose, hein, Mmh. c'est vraiment faire de la préparation plus que de la réparation. Je pense que le rêve de n'importe quel préparateur mental, c'est d'avoir un athlète un jour qui se présente à lui et qui lui dit: «Écoute Louis, aujourd'hui ça va super bien et j'ai envie que ça dure et j'ai même envie d'aller encore mieux». Mmh. Ça clairement, c'est la panacée, ça c'est l'athlète idéal si on veut. Donc dans l'idée en tout cas par rapport à ça, c'est vraiment, bah, de prendre la chose à contre-pied en fait, hein, et c'est de pas attendre d'avoir un problème pour commencer à s'occuper de son cerveau. C'est s'occuper de son cerveau pour prévenir tout ce qui pourrait se passer, bah, de pouvoir pallier si on veut à n'importe quel changement de programme, à des imprévus. Donc en tout cas ouais, tu allais dire? C'est vrai que, à certains niveaux, c'est voilà, et heureusement, il y en a qui sont quand même à la pointe, en avance et qui s'intéressent à la préparation mentale sur le long terme. Mais c'est vrai que, Mmh. encore un peu maintenant, on peut déplorer, parfois, que, ben, les gens ils viennent nous voir comme pour poser un sparadrap, un pansement sur, quelque chose qui est abîmé, qui est cassé, qui est et bah, du coup, oui, on peut penser un pansement. Mais, au-delà de ça, c'est vrai que la c'est chouette de voir la préparation du coup mentale comme, comme un entraînement, comme un développement et comme un apprentissage en fait de nouvelles, capacités et Et pour rebondir peut-être avant de prendre les questions, mmh tu parles d'entraînement mental et c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on entraîne un muscle pour qu'il puisse nous gérer sur une course, qu'il puisse nous gérer sur un combat, sur tout ce que vous voulez. OK, bah, le cerveau, il faut qu'on l'entraîne aussi à ça, en fait. Il faut qu'on développe ces capacités justement de rebondir et de pouvoir se mettre en réaction rapidement sans se laisser déborder par des émotions, par du stress, par trop de douleur, par ci ou par ça. Et ça se travaille. Il n'y a pas de secret. C'est quelque chose qu'on peut travailler aux entraînements, qu'on peut travailler pendant les compétitions dans lesquelles on va se retrouver. C'est même des choses qu'on peut travailler en dehors des entraînements. Moi, c'est des choses où on me fait assez souvent la remarque, hein. C'est bah, des athlètes qui me disent: «Putain, mais en fait, c'est super chouette, là, la telle technique qu'on a appris, il y a 15 jours ou il y a un mois, bah, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi l'appliquer quand j'étais au boulot et bah, ça marche super bien». Donc c'est aussi notre vie personnelle, professionnelle et la vie du sportif en dehors de son sport, bah, c'est aussi l'occasion en fait de venir entraîner tout ça et au plus on va l'entraîner, au plus ça va devenir simple, en fait. et du coup, effectivement, si vous êtes là et nous, on est là pour aussi faire, évoluer les mentalités et si vous êtes là, c'est que d'une certaine manière, vous êtes intéressé et ça, c'est super chouette. Sur quoi tu travailles toi? C'est quoi les axes de travail en préparation mentale? Disons que dans la pré ah bah, attends, on a une question. Ouais, Quelle est la part d'hypnose que tu utilises dans tes programmes? OK. Bah, tiens, je te la pose, du Ouais. coup. Et ben, moi, c'est pas mal, je saurais pas dire. Ça dépend aussi des athlètes, hein, bien sûr, on va adapter, suivant chaque athlète, suivant le besoin. Moi, j'en fais pas mal parce que c'est un outil que j'aime bien, que je maîtrise bien et que je trouve vraiment chouette. Après, l'hypnose, c'est assez large. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment assez large. J'aurais tendance, du coup, à dire, pour donner comme une réponse que, je sais pas, pour 3/4, on utilise quand même pas mal d'hypnose, mais des fois, même sur des petites techniques assez rapides qui peuvent être utilisées, comme tu disais, en situation sur le terrain, voilà et c'est combiné avec de la PNL, programmation neurolinguistique et aussi, je travaille pas mal avec la respiration.
Je trouve qu'il est un super outil pour pas mal de choses, pour calmer, pour exciter. Je trouve que c'est vraiment un curseur du niveau un peu d'énergie et qui fait varier le niveau d'énergie intérieure. La respiration, tu pourras nous en dire plus. Je sais que Ouais. ça te passionne aussi avec le Wim Hof. Du coup, moi, je dirais un bon 80 et voilà. Après, il y a tous les ancrages, désancrages, voilà. Ouais, voilà, après tout ce qui est ancrage, désancrage, on est sur les techniques PNL, donc c'est une forme d'hypnose dans tous les cas. Et pour compléter un petit peu ce que tu dis, et en tout cas avec ma pratique, moi, l'auto-hypnose, en tout cas, je m'en sers Mmh. vraiment beaucoup, 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 beaucoup dans son enseignement, c'est-à-dire d'apprendre aux sportifs et aux athlètes que je peux avoir en séance, ben, en fait, à se mettre en hypnose eux-mêmes et puis à apprendre à déjà faire plein de petites choses tout seuls. Comme ça, ils n'ont pas besoin de moi. Ils peuvent le faire sur le banc quand il y a une pause. Ils peuvent le faire à n'importe quel moment et ils deviennent autonomes. Je pense que pour le coup, l'autonomie est vachement importante pour le sportif Yes. et éviter un phénomène de dépendance en fait par rapport au coach ou au préparateur. Et pour Donc compléter ce voilà, que en tu tout cas. dis, c'est que l'athlète devienne autonome et aussi que l'outil et les outils qu'on propose et les solutions qu'on développe, qu'on teste avec lui, hein, parce qu'il n'y a pas de recette magique, c'est des choses qu'on va tester comme en prep physique, après on va améliorer, on va faire des réglages fins pour peaufiner ça. C'est important que toute la prep mentale aussi, elle se passe, je trouve, sur le terrain et qu'elle aille sur le terrain et qu'elle soit vraiment, qu'il y ait un aspect pratique, c'est-à-dire qu'on fait des séances en cabinet et moi j'aime bien aussi faire des séances en direct sur le terrain pour vraiment tester comment ça se passe vraiment pendant le match, Dans la pendant réalité. l'entraînement et voilà. Ok, est-ce qu'il y a peut-être question? Bonsoir, j'ai l'impression que prépa mentale égale recherche de perf, mais travaillez-vous aussi sur l'attention, l'écoute des alertes que le corps peut envoyer, prévention de blessures? Et ben ça on va y répondre, je te propose, on y prend juste après sur c'est quoi les axes sur lesquels on travaille en prep mentale. Ouais. Que pensez-vous technique avec les jeunes? Bah, en fait, avec les jeunes, ça marche très bien aussi, hein. C'est juste qu'il va falloir adapter le langage. Il va falloir, adapter, bah, la façon de faire et le temps de séance, bien sûr. Mhm. Voilà, moi, je travaille avec des jeunes avec les sportifs à partir de 10-12 ans, c'est OK. Donc les jeunes, ça fonctionne très bien, hein. Pour les blessures et ben, on va parler aussi, j'ai une question sur les blessures. Pour la réathlétisation, ça peut être vraiment super sympa, tout ce qui est technique de visualisation. Pour revenir sur les techniques avec les jeunes, hein, encore une fois, ce qui est assez génial, en fait, quand on bosse avec des jeunes, c'est que bah, ils ont 12 ans et ils sont déjà en train de développer des techniques de préparation mentale qu'ils vont pouvoir appliquer pendant tout leur cursus scolaire, pendant leurs études, dans leur sport, en dehors. Et donc, il y a de grandes chances pour que bah, finalement, ce soit des futures bah, personnes, de manière globale, qui auront justement bah, ces capacités-là à gérer leur mental, gérer leurs émotions, gérer leur stress, appréhender les choses bah, plus facilement et à mieux se gérer. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment génial de bosser avec les jeunes parce que tous les outils qui leur sont transmis, on sait que derrière, ils vont pouvoir s'en servir pendant vachement longtemps, se les approprier d'autant plus. Et il y en a même qui deviendront probablement complètement inconscients ou en fait, ils y feront même plus attention. Mais ça se fera quand même. Pour présenter en fait les grands axes sur lesquels on travaille en prep mentale, pour moi, il y a déjà toutes les émotions, la gestion des émotions. Donc les grandes émotions, hein, c'est la peur, la colère, la tristesse, bah, la joie aussi, parce que celle-là, elle fait du bien, et notamment en termes de confiance, en termes de plaisir, en termes d'apprentissage dans le sport, elle est hyper importante. Mm. Et donc, Et elle peut aussi être dangereuse quand elle se transforme en euphorie, où on peut perdre de la lucidité. Et ça se voit dans plein de choses, dans le vélo notamment, où c'est une course qui se fait sur 4 tours. Et puis bah, le premier qui arrive à la fin du troisième tour, il est tellement euphorique qu'il croit qu'il a terminé, alors que non, il lui reste encore un tour. Et il y a plein d'exemples comme ça où justement on se laisse dépasser par la joie et on fait des erreurs. Donc pareil, yes. à gérer en tout cas. Et du coup, bah, oui, la peur, je crois que ceux qui pratiquent bah, les sports extrêmes ou peut-être même d'autres sports, hein, mais la peur, c'est une émotion qui est assez vite limitante. Voilà, hein, en escalade, ça peut être en kite sur des choses, des sauts un peu engagés, mais ça peut être aussi bah, la peur de faire un 180 km en trail parce qu'on l'a jamais fait. Ça peut être la peur de la chute en vélo si ça va vite, en moto.
Ouais, la peur de la Pour blessure, la peur de la mm, blessure aussi. de l'inconnu. La tristesse aussi, je sais pas, la tristesse d'avoir perdu une compétition, la tristesse des échecs d'un échec qui reste un peu coincé, un peu bloqué. Voilà, c'est aussi une émotion sur laquelle on va travailler. La colère, hein. La colère qui peut à la fois être des fois à petite dose ou bien, Salvatrice. bien exprimée, qui peut être une bonne ressource, mais qui peut aussi bloquer. Encore une fois, l'exemple de Benoît Paire, ou la colère, qui a un collègue qui nous est dépassé, ou enfin qui nous est battu à l'entraînement, ou qui va complètement nous paralyser, nous inhiber. Voilà, donc ça c'est les grandes émotions. Donc on travaille sur les émotions. Nos émotions, c'est notre carburant intérieur. C'est ce qui nous fait avancer, reculer, aller à droite, à gauche. Donc on va vraiment travailler. Moi, je travaille beaucoup sur les émotions, sur tout ce qui est aussi les croyances limitantes, les pensées. Ça me fait toujours sourire. Je sais pas s'il y a des apnéistes là ce soir, mais il y a des années, en fait, il y a des gens, ils pensaient jamais qu'on pouvait aller au-delà de 100 mètres. Il y avait un débat. Et maintenant, on sait très bien qu'on peut aller, je crois qu'ils vont jusqu'à 150 mètres au moins en apnée nos limites. Pour le marathon, c'est pareil, il y a un peu cette espèce de barre un peu mythique de 2 heures. Et peut-être qu'il y en a qui disent c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va courir en moins de 2 heures. En escalade, il y avait Chance. le 6C à une époque, c'était la limite des possibilités humaines. Okay, c'était le 6T, la voile la plus dure. Aujourd'hui, on en est à 9C. Et voilà, peut-être qu'on arrivera même un jour au 10A ou voire plus. Il y a plein de croyances comme ça dans le sport, notamment aussi au marathon, la barre des 30 km. On se dit, bah, tiens, à 30 km, il va se passer un truc. Et plus on a des croyances, plus ça va conditionner la façon dont on va réagir, dont on va vivre l'expérience. Donc, c'est assez important de travailler sur ces croyances-là. Okay, donc les émotions, les croyances. Après, il y a tous les apprentissages, d'apprendre un geste technique. En fait, à force de le répéter, ça s'intègre. Comment on va travailler? On va avec la partie qui automatise ça, parce que en sport, à force de répéter, ça s'automatise. Comment on travaille avec la partie qui automatise ça, avec l'hypnose, ça peut se faire beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, avec un travail de visualisation profonde, intense. On apprend beaucoup plus rapidement. On Voilà, demande donc si tu utilises les niveaux logiques. en fait, ça, c'est des techniques. On utilise plein de techniques différentes, en fait, et surtout, on va s'adapter à la personne, aux besoins de l'athlète en face. Et là, je suis un peu en train de remonter, mais les niveaux logiques, effectivement. Et on peut même travailler à des niveaux plus élevés, hein, mais en termes de valeur, c'est quoi qui est vraiment important pour le sportif? C'est quoi qui lui donne envie de se lever tous les matins à 5 heures du matin pour aller s'entraîner, pour courir? C'est quoi qui lui donne envie de faire ça tous les jours, qui lui donne envie de repousser ses limites? Et là, on va chercher vraiment ses motivations profondes. Ça, c'est super important. Et après, Et même là, au pour le niveau. coup, les valeurs, elles ont été vachement mises en jeu avec la période du Covid, en fait, avec plein de compètes qui s'annulent, avec des salles auxquelles les sportifs avaient plus accès à tous les niveaux, hein, amateurs, semi-pro et professionnels. Les professionnels y avaient accès quand même, mais pas nécessairement sur tous les créneaux qu'ils pouvaient avoir. Donc là, ça a été un beau travail, en tout cas, qu'il y a pu y avoir avec tous ces athlètes-là. C'est en fait, pourquoi tu fais ton sport? Et ça renvoie vraiment aux essentiels, en fait, cette période-là. Parce que parfois, on peut perdre un petit peu de vue le pourquoi on fait les choses. Et quand on perd ça de vue, la motivation, elle tient, mais à un moment donné, il y a cette idée qui revient, en fait. Hein. C'est mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et quand les compètes, elles s'annulent les unes après les autres, quand on a un membre de l'équipe qui est cas Covid et que du coup, toute l'équipe, elle est confinée, c'est dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Comment je gère un petit peu ce truc-là? Et c'est vrai que le travail avec les valeurs peut être super intéressant et vraiment salvateur à ce niveau-là. Travailler sur les valeurs et même sur l'identité, en fait. C'est qui, enfin, comment le sportif se perçoit en tant que sportif? C'est qui en tant que sportif, en tant que personne avec ça? Avec son sport, avec ses performances, avec ses attentes. Donc il y a tout un travail là-dessus quand on va vraiment profondément et qu'on fait vraiment de la préparation mentale plus que de la réparation mentale. Ou en Mm. réparation, on va trouver des petits patchs dans l'urgence, des choses à. Voilà, mais on peut aller jusque-là. Et toi, tiens, sur quels axes tu définis tu as parlé de la méthode Target tout à l'heure, là, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, disons que oui, moi je me sers un petit peu de ce dont tu viens de parler, évidemment. Mais c'est vrai que le modèle de performance de la méthode Target est vachement intéressante à ce niveau-là, où en gros, ils viennent baser la dimension mentale sur plusieurs éléments. On va avoir les émotions, tu as déjà évoqué, et la gestion des émotions, l'estime de soi. Donc, dans l'idée, c'est vraiment
bah, qu'est-ce que je me dis à propos de moi-même, en fait, qui peut être vraiment déterminant dans le cadre d'une performance et même en dehors d'une performance, hein, sans chercher, à avoir des records ou ce genre de choses, hein. C'est même en fait, même à un niveau amateur où voilà, l'idée c'est que si mon estime, elle est pourrie, ça va être compliqué de continuer l'activité dans tous les cas. Si à chaque fois que je cours, en terminant, je me dis que je suis nul et que dans tous les cas, je suis un bon à rien et que je pourrais jamais faire mieux que nul, bah, en fait, j'arrête la course à pied, naturellement. Troisième pôle, ça va être, la gestion de l'énergie. L'énergie au sens très strict, du terme, hein, au sens propre. C'est, en fait, à quel point est-ce que j'arrive à me mobiliser énergétiquement quand il y en a besoin et à quel point est-ce que j'arrive au contraire à, faire baisser mon niveau d'énergie, quand il y en a besoin. Donc ça vient intervenir sur la récup notamment, mais aussi sur, en fait, à quel point est-ce que j'arrive à me mobiliser avant un combat, par exemple. Si pendant 48 heures avant mon combat, j'ai mon cœur, il plafonne à 160 la moitié du temps, en fait, je vais arriver sur le ring et je vais être épuisé. Classique. Donc ça, c'est pas une excellente gestion de l'énergie. Une bonne gestion de l'énergie, c'est en fait, j'arrive à bien me reposer et au moment du combat, alors ça peut être un petit j'aurais tendance plutôt à proposer justement de se mettre un petit peu dans un truc énergique, avant de monter sur le ring. Comme ça, quand on y est, on est déjà chaud et on est prêt à faire le job. Donc il y a cette gestion de l'énergie-là. Après, un autre pôle qui est aussi super important, c'est la détermination, la motivation, en fait. Ce qui va être un pôle super, super intéressant qu'on peut prendre de plein de manières différentes. Là, je vois qu'il y a une question qui a été posée sur la prise de conscience des athlètes par rapport au coaching et à la préparation mentale, par rapport aux limites qui ont été posées par le Covid. Alors effectivement, je pense il y a eu des prises de conscience par rapport à ça. J'ai envie de dire pas suffisamment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont attendre en fait un vrai retour à la compétition, en fait. Ils vont attendre de vraiment se confronter aux prochaines compètes qui vont arriver, pour voir un petit peu, comment ça a bougé, comment ça a évolué. Donc moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu des demandes par rapport au Covid, où clairement on m'a dit: «Écoute, là ça va pas du tout, j'arrive plus du tout à gérer mes matchs», notamment des sportifs en très haut niveau en volley, qui avaient du mal à jouer sans public. Parce que, jouer quand, la foule, elle est en délire sur une compète internationale, c'est génial. Par contre, quand il y a personne, c'est pas du tout la même ambiance. Donc, voilà, ça c'est un exemple et en fait, lui, clairement, me disait qu'en fait, il avait plus envie de jouer dans ce cadre-là, en fait, ça l'intéressait pas. Lui, il avait besoin de non seulement son sport, mais son sport dans un environnement que tu as évoqué tout à l'heure, hein, qui peut être super important. Donc on est venu bosser là-dessus. Donc ça, c'est le côté, vraiment, motivation. Et après, on va avoir, la concentration. La concentration qui peut être axée sur 3 éléments différents: le passé, le présent, le futur. Et le fait est que quand on a des problèmes de concentration, bien souvent, c'est qu'elle est pas orientée au bon endroit. Typiquement, je sais pas, en tennis, je viens de foirer un point. Si pendant 10 minutes, je suis en train de me prendre la tête sur le point que j'ai foiré il y a 10 minutes, en fait, je suis plus du tout dans le présent, dans le maintenant et donc je vais continuer de louper mes trucs. Dans le golf, on appelle ça, des séries noires, hein. C'est je loupe un coup et en fait, je me prends la tête sur le coup que je suis en train de louper et le temps d'aller jusqu'à ma balle, je continue de ruminer mon truc et en fait, sur les coups suivants, je suis plus du tout concentré parce que je suis complètement dans le passé, si on veut. Mmh. Et à d'autres moments, parfois, on est trop dans le futur, c'est-à-dire on est trop dans la projection du qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et donc, ça fait qu'on est à nouveau pas dans le présent. Sachant qu'être dans le présent à 100% en permanence, méfions-nous, en fait. Parfois, c'est bien de faire un petit retour en arrière pour se dire: «Attends, là, j'ai loupé ça» ou «Là, j'ai été bon. Qu'est-ce que j'ai fait pour être bon? Mmh. C'est quoi tous ces éléments-là? Qu'est-ce que je peux remettre en place dans l'avenir?» Et du coup, de venir jouer avec ça et l'intelligence, si on veut, par rapport à la concentration, c'est sûrement pas d'être bloqué sur un pôle, présent, passé, futur, c'est de développer cette capacité à pouvoir naviguer d'un pôle à l'autre. Dans le cadre du sport, mais aussi dans le cadre de la vie de manière globale, je Ouais, pense. super. Et Voilà, enfin, vas-y. juste le dernier pôle, désolé, je te coupe, hein. Le dernier pôle, c'est la communication. Communication avec le staff, communication avec les partenaires, avec les adversaires, s'il y en a, qui est pas nécessairement super tendre, hein. Clairement, dans le rugby, par exemple, on communique pas toujours avec tendresse avec ses adversaires. Mais en attendant, si je commence à déclencher une baston générale à chaque fois que je rentre sur le terrain, c'est qu'au niveau de la communication, on a un problème. Donc, donc voilà, un petit peu tous les pôles de la méthode Target, qui sont intéressants en tout cas à brosser
avec un athlète, pour voir un petit peu, où est-ce qu'il se considère bon, où est-ce qu'il est bon, où est-ce qu'on peut avoir des pistes de progression et ce genre de choses. Du coup, il y a une question. Si vous avez d'autres questions, là, des remarques et des questions, je vais les lire un peu. Si vous avez d'autres questions, là, allez-y, c'est le moment. Du coup, il y a Charlotte qui nous dit bonsoir à tous. Ce que vous êtes en train de décrire, je le retrouve dans ce que j'apprends dans les arts martiaux, l'harmonie du corps et de l'esprit. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on est dans une société occidentale qui est très dualiste, qui a tendance à séparer beaucoup le corps et l'esprit, alors que je crois que c'est en Chine, ils ont un mot pour définir les deux, en fait, l'espèce d'entité qu'on est, qui est qui est complètement un corps mécanique complètement, ni un esprit qui est purement immatériel avec que des pensées. Et évidemment que dans la préparation mentale, ça va aussi il y a des liens étroits avec le physique, avec l'équilibre, avec la conscience du corps, avec la proprioception, et qu'on va pouvoir travailler tout ça et faire des liens entre les deux, puisque physique et mental sont très intriqués, fonctionnent ensemble en Mmh. concomitance. Après, il y a une question, est-ce que tu accompagnes des grimpeurs sur des prépas mentales type la voie guéguerre du rocher de Arnaud Younger? Alors, ouais, moi j'ai lu le travail, hein, ça m'a beaucoup plu ce livre. Et effectivement, on retrouve plein d'outils et de tips, d'astuces sur lesquels on va pouvoir travailler. En fait, une des grandes choses que je retiens aussi de ce livre, c'est de dire que des fois, on est en train de se plaindre et de se dire, là pour le coup, c'est en escalade, mais c'est valable dans d'autres sports. Tiens, s'il faisait moins chaud, je pourrais courir. Tiens, si j'avais une prise plus grosse, je pourrais, ça serait plus facile. Tiens, si j'étais plus grand, si j'étais plus fort, ça serait plus facile. Enfin, vous voyez. Mais en fait, tout ça, c'est de l'énergie perdue, puisque de toute façon, vous n'allez pas changer la météo le jour J, vous n'allez pas tailler une prise en escalade, ça va pas être plus gros, vous n'allez pas. En fait, c'est comme ça. La situation, elle est comme ça. Et en fait, de se dire qu'est-ce que je fais de mon énergie, ça rejoint un peu de mon énergie, qu'est-ce que je fais de mes pensées, est-ce que je les utilise à me plaindre, est-ce que je mets de l'énergie là-dedans à dépenser, ou alors est-ce que je trouve un moyen d'accepter la notion d'acceptation et du coup de faire avec. Voilà. Tu as envie de dire un autre truc là-dessus, Louis? Ouais, je suis complètement d'accord en tout cas par rapport à ça. L'idée, c'est déjà déterminer sur quoi est-ce que j'ai la main et qu'est-ce que Ouais, moi je contrôle et qu'est-ce que moi je contrôle pas. Et les choses sur lesquelles je contrôle pas, ça sert à rien de râler contre, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus parce qu'on n'a pas la main dessus. Donc c'est brasser de l'air en fait. Quand on fait ça, on brasse de l'air ni plus ni moins, hein. mhm. Mais parfois ça fait du bien, hein. C'est pas qu'il faut jamais le faire. Ouais, Mais en moi, tout cas, en tout cas, l'attention qu'on va mettre là-dedans, c'est l'énergie qu'on perd et qu'on pourrait mettre autre part. Donc, exactement. je suis très d'accord avec toi par rapport à ça, ouais. Ouais. Du coup, s'il n'y a pas de questions, là, je trouve qu'on parle beaucoup et que ce serait le moment de faire une petite expérience. Parce que un moment de parler, ça reste aussi très mental tout ça. Et c'est bien parce qu'on est là pour la prep mentale. Mais j'ai envie de vous proposer là à tous de faire une petite expérience pour déjà en quelques minutes de vous rendre compte de la puissance de votre mental. Ok? Et de voir à quel point en on va faire ça en 2-3 minutes, à quel point déjà le mental agit sur le corps, le mental agit sur vos capacités. Ok? Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre debout et il faut que vous puissiez tourner on va dire le bras droit autour de vous. Ok? Il faut que vous ayez suffisamment d'espace. Voilà. Donc je vais vous laisser un moment pour vous mettre debout. Vous allez du coup être debout, tendre le bras droit devant vous. Ok? C'est important que les pieds restent fixés au sol. Donc à partir de maintenant, vos pieds sont fixés au sol et restent bien ancrés au sol. Voilà. Vos pieds vont rester à cet endroit, pas bouger pendant la suite de l'expérience. Et vous allez lever votre pouce comme ça devant vous. Tendre le bras, lever votre pouce. Et super. Et vous allez regarder. Vous allez regarder ce qu'il y a derrière votre pouce. Okay, vous êtes chez vous, il y a une image, il y a probablement un mur, il y a des objets, il y a des meubles, voilà, tout ça, ça a une couleur, ça a des formes. Vous regardez ce point de départ et vous allez assez doucement commencer à tourner le pouce droit vers la droite, ok, en gardant les pieds bien fixes au sol et vous allez commencer à tourner vers la droite.
Et vous allez mémoriser, regarder ce qu'il y a sur le trajet du pouce. Comme si vous pouviez enregistrer, comme si vous pouviez mémoriser tout ce qu'il y a sur le trajet du pouce. Les images, les couleurs. Même mémoriser la sensation quand votre pouce tourne à droite. Et vous allez continuer à tourner à droite avec les pieds fixes au sol, jusqu'au moment où il y a les épaules qui vont même se tourner à droite. Vous gardez bien les pieds fixes, et vous allez arriver au point maximum où vous pouvez tourner. Voilà, je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard, je n'ai pas la vidéo, mais il va y avoir le point de butée. Le point où vous êtes allé le plus loin possible en tournant à droite, en gardant les pieds devant vous. Et vous allez vraiment enregistrer ce point-là. Vous allez prendre un repère visuel. D'accord? Vous mémorisez bien ce point-là. Et quand vous avez bien mémorisé le point maximum où vous avez pu aller avec votre souplesse, vous allez revenir sur le trajet et à nouveau mémoriser, bien faire attention à tout ce qu'il y a sur le trajet de retour. Jusqu'à ensuite ramener le pouce devant vous, à l'endroit où il est parti, où vous retrouvez votre point de départ. Voilà quoi. Et ensuite, vous pourrez baisser le bras. Ok. Je vais attendre que tout le monde ait fini déjà ça. Chacun son rythme. Mettez-moi un petit oui dans le chat quand vous avez fini. Voilà, quand votre pouce est revenu au point de départ. Ok, il y a pas mal de oui. Super. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de reprendre la même position, de remettre vos pieds où ils étaient. Vous allez toujours être debout. Ok. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Ok, vous fermez les yeux. Vous imaginez vous retrouver ce qu'il y avait devant vous avec les yeux fermés. Voilà. Vous allez retrouver les meubles, les murs, la couleur qu'il y avait. Et vous allez imaginer qu'il y a votre pouce qui se tend devant vous, juste dans l'imagination. Hop, il y a votre pouce qui apparaît dans l'image qui se tend devant vous. Et ensuite, vous allez imaginer que votre pouce tourne à droite. Vous allez retrouver tout ce qu'il y avait pendant votre trajet quand vous tournez à droite. Retrouvez comment ça défile quand votre pouce est en train, dans votre imagination, de tourner à droite. Et puis, vous continuez encore à tourner à droite. Et vous allez arriver à un moment, à l'endroit où vous êtes arrêté tout à l'heure, où il y avait votre repère visuel dans votre imagination. Et là, on est dans le monde de l'imagination. Maintenant, vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez pouvoir imaginer que vous tournez plus loin, que votre corps devient de plus en plus élastique. Comme si c'était un chewing-gum, comme si c'était un chamallow, comme si ça devenait vraiment tout élastique et que vous êtes capable d'aller bien plus loin, de tourner encore plus à droite. Imaginez ce qu'il y a sur ce trajet. Même si vous ne savez pas, imaginez ce qu'il peut y avoir comme couleur, comme ambiance. Tout ce qu'il y a sur ce trajet-là. Imaginez à quel point votre corps est capable de devenir bien plus élastique à bien d'autres ressources. Et vous allez même continuer à imaginer que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller tourner, que votre corps se prépare à tourner encore plus à droite, encore bien plus loin que ça. Peut-être même jusqu'à certains pouvoir imaginer que vous êtes capable de faire un tour complet, de faire complètement le tour dans l'imagination jusqu'à ramener le pouce devant vous quand il a vraiment fait le tour complet. Voilà. Exactement comme ça. Et quand vous aurez terminé d'imaginer que votre corps est devenu bien plus souple, que vous avez fait un tour complet, vous allez simplement pouvoir ouvrir les yeux et me mettre un petit OK dans le chat. Ok, super. Donc je vois les OK qui arrivent. Merci tout le monde. Pour ceux qui y en a qui ont encore besoin de finir, voilà, qui finissent à leur rythme. Et maintenant, ce que vous allez faire pour la troisième fois avec les yeux ouverts, vous allez reprendre votre position initiale. Vous allez lever le pouce pour de vrai à nouveau. Voilà. Vous allez retrouver ce qu'il y a devant vous. C'est la troisième fois maintenant, vous connaissez. Et vous allez commencer à tourner. Ok, retrouver tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Et vous allez continuer à tourner. Vous allez continuer à tourner à droite. Voilà.
Et vous allez arriver au point où vous êtes arrêté tout à l'heure et vous allez voir ce qui se passe à ce moment-là. Ok. Quand votre imagination elle a été activée, quand votre corps il s'est préparé à aller bien plus loin à droite. Voilà. Et vous pouvez être surpris de ce qui se passe quand vous arrivez à cet endroit-là. Quand vous aurez fini, vous pouvez nous faire un petit retour dans le chat pour nous dire ce Ouais, qui s'est mettez-nous passé par pour vous message un petit peu, ouais, pour voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous, comment ça a été, est-ce que c'était exactement similaire ou complètement différent, entre les deux. ou entre les deux. Bien plus loin, j'ai pu aller plus loin. Vous voyez que ce qu'on a fait là, on a pris 2 minutes avec votre imagination, où vous êtes allé, vous avez imaginé que vous êtes allé plus loin. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand dans votre sport, dans votre vie, vous répétez des choses comme je suis pas capable, j'y arriverai jamais, et que vous vous répétez ça 10, 15 fois, 30 fois, 50 fois par jour. Imaginez le nombre de temps, d'heures, de minutes que vous passez avec cette pensée négative. À l'inverse, imaginez si vous passez votre temps à vous dire ah, j'ai confiance, je peux y arriver, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe quand je fais ça, j'ai envie de développer ça. Imaginez à quel point votre imagination est importante. Et vous venez de commencer à en prendre conscience. Donc là, je vais encore laisser un peu de temps pour les votes. Il y en a 90% qui sont allés plus loin la deuxième fois. Donc pour 90% d'entre vous, le fait d'imaginer pendant 2 minutes que vous étiez plus souple, que votre corps était capable d'aller plus loin, ça a suffi pour gagner déjà des fois quelques degrés, voire des fois on peut aller bien bien plus loin. Et pour ceux pour qui ça n'a pas marché, c'est probablement que ça pourrait mériter de le refaire et peut-être de le mettre un petit peu plus sur mesure, hein. Encore une fois, c'est une expérience collective, on est obligé de rester assez global. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai fait ce truc-là avec quelqu'un, ça a toujours fonctionné pour le coup. Mais après, parce qu'il y avait ce côté aussi individuel. En tout cas, moi, quand je le fais en groupe, en général, il y a 90%, c'est ça, hein, l'ordre Ouais, c'est d'idée ça, sur hein, lequel ouais, la norme, ouais. ce qui est assez énorme sur une expérience de groupe sans vous voir avec les caméras éteintes. Voilà, donc là, on a. Après, comme tu disais, l'idée, c'est un petit peu, bah ouais, du coup, c'est quoi l'importance de ce que je me raconte et de ce que j'imagine dans le cadre de la performance, et même en fait, sans parler de performance, dans le cadre de mon sport. Comme tu dis, évidemment, si on a un espèce de dialogue interne qui tire vers le bas en permanence, si avant de partir, on se voit déjà exténué, je sais pas, on part sur un 4x400 et que on se voit déjà exténué à la fin du premier 400, bah, d'une certaine manière, on est en train de conditionner notre corps à être exténué en fait à la fin du 400. C'est pas parce qu'on imagine ça que ça se produit exactement. Là, mentalement, vous avez fait 2 tours sur vous-même. Donc en soi, personne n'a fait 2 tours sur vous-même. Ou mettez-le en commentaire et, Ça peut nous intéresser. voilà, c'est ça, complètement. Donc c'est pas nécessairement exactement ce qu'on imagine hein, qui va se produire, mais dans tous les cas, ça va créer une tendance. Sachant qu'en plus de ça, dans l'idée de la visualisation et dans la projection sur, ça peut être une figure, ça peut être sur un geste technique, on en a déjà parlé tout à l'heure, le travail de visualisation, même si on parle de visualisation, on n'est pas que sur du visuel. Une bonne visualisation, elle va se faire à tous les niveaux. Au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau kinesthésique, c'est l'ensemble des sensations, au niveau olfactif, au niveau gustatif. Gustatif, je ne sais pas si dans le sport on a souvent ce truc-là, mais pourquoi pas. Toujours est-il que quand on visualise correctement, non seulement on a les données visuelles, mais on a aussi les données auditives. C'est-à-dire, si je travaille dans mon cabinet avec un athlète qui se prépare pour la finale des championnats de tel pays de volley, bah, et qu'on visualise, bah, l'idée c'est que non seulement, oui, il va voir le terrain, il va voir ses partenaires, il va voir tout ça, mais il va aussi entendre les ballons rebondir au sol. S'il y a du public, si jamais c'est possible encore, il va entendre le public, il va entendre la voix des gens, il va entendre le sifflet de l'arbitre. Tout ça, il va l'entendre et c'est super important à intégrer dans le cadre de la visualisation et aussi bah, les sensations du corps en fait. C'est qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je me projette sur telle ou telle phase, qu'est-ce qui se passe dans le corps dans le cadre des apprentissages de figures en gym, en kite, dans tous les sports acrobatiques, en ski et compagnie. Bah, les données qu'il y a dans le corps, elles sont primordiales en fait. Donc ça va être hyper important aussi de les intégrer là-dessus et même dans certains sports, elles vont être plus importantes que les données visuelles ou auditives.
Je pense au parachute acrobatique, mais en fait, dans plein d'autres sports, ça doit même être probablement plus important, en tout cas, dans le cadre de l'apprentissage par rapport à l'imagerie. Et Donc, rien qu'avec ça, vous avez vu le résultat que ça a pu donner. Sachant que, bah, en tout cas, vous n'êtes pas nécessairement tous ultra entraînés en termes de préparation mentale, hein. Donc, pour ceux qui n'avaient jamais fait ce genre d'exercice-là, vous voyez ce que ça a donné. Alors, imaginez si vous êtes un petit peu plus entraîné, les résultats que ça peut donner. C'est plutôt yes. encourageant. Et tu parlais justement de la visualisation et ce qu'on appelle kinesthésique, c'est toutes les sensations du corps, la proprioception, l'équilibre. En termes de visualisation aussi, c'est de dire, j'en parlais avec un moniteur de kite, c'est qui fait mimer à ses élèves les gestes. Et de mimer, ça peut être pour tout ce qui est les sensations, ça peut être hyper intéressant. Et de le mimer en activant aussi tous les autres canaux, le canal auditif, le canal visuel, et y compris de le faire si on peut le plus possible dans ce qui se rapproche des conditions réelles. Là, on peut parler un peu de réathlétisation, mais par exemple, en réathlétisation, tout c'est un travail de réathlétisation, on va utiliser toute la visualisation pour garder sa capacité à s'entraîner, à quand même mémoriser, à développer, à conserver des sensations. Alors des sensations visuelles, auditives, kinesthésiques, vous avez bien compris. Et on va essayer de le faire le plus proche possible de l'entraînement, le plus proche possible du sport. C'est-à-dire qu'avec un athlète en judo, en réathlétisation, on peut aller jusqu'à le mettre en kimono et le faire visualiser, faire ce travail dans le dojo avec ses partenaires qui s'entraînent, pour qu'il ait à nouveau le bruit des tatamis, même l'odeur, tu parlais de l'odeur, mais du coup, il a l'odeur Ouais, des c'est vrai. tatamis, il a voilà, et faire en sorte de se rapprocher le plus possible du sport. Et en réathlétisation, c'est très important. Donc si vous êtes un trailer et que je sais pas, vous avez une fracture ou vous devez faire du rameur, bah, mettez votre short, mettez votre tenue de trail, ce qui se rapproche le plus possible en fait de la pratique de votre sport. Et ça fera l'objet d'un nouveau webinaire, mais parce qu'avec d'un prochain webinaire, avec la tenue, avec tout ça, il y a aussi des routines qu'on se crée pour le sport, y compris des routines mentales, et du coup, ça permet de les conserver, de les entretenir. Du coup, bah, pour finir là un peu la soirée, concrètement, toi, ça se passe comment un travail, un accompagnement en prep mentale, toi, Bah ouais, alors ça renvoie à une question qui était posée dans le chat, hein, tout à l'heure par rapport à, il donnait l'exemple du tennis, je crois. Bah en fait, ça va être calé sur mesure. Il y a pas vraiment de modèle prédéfini et c'est pas systématiquement la même chose. Mais déjà, bah, c'est voir un petit peu avec le sportif un espèce d'état des lieux. Ok, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, bah, on va voir un petit peu où se situe le problème précisément. Mettre en place bah, des pistes, expérimenter des techniques, tester des choses différentes pour voir comment ça pourrait évoluer. Et l'idée, dans tous les cas, c'est d'évaluer bah, le problème au départ, mettre en place une technique, mettre en place tout un tas de choses justement pour résoudre le problème, ou la piste de progression dans le cadre d'un sportif qui n'aurait pas de problème et qui viendrait juste pour rester bien et continuer d'être bien dans son sport. Mettre en place toutes ces techniques-là et puis ensuite, bah, c'est évaluer à nouveau bah, pour voir à quel point ça a progressé. Pour voir bah, est-ce que cette technique-là, elle était vraiment efficace ou est-ce que bah, peut-être qu'une autre le serait plus à ce moment-là. Donc, pour répondre directement à la question, une séance de prépa mentale, bah, c'est première chose, bah, on voit où est-ce qu'on en est si on s'est déjà vu avant, un petit peu tout ce qui a pu se passer entre deux séances. Et en fonction du feedback du sportif, bah, on va venir mettre en place quelque chose de nouveau, on va peaufiner quelque chose qui était déjà là en place au départ. On peut programmer la suite. Je bosse pas mal sur les fixations d'objectifs en fait pour les Mhm. sportifs, hein. Encore une fois, dans le cadre de la motivation, c'est vraiment, ça prend beaucoup de place pour le coup en ce moment. Bah, fixer des objectifs hein, dans le temps, du court terme, du moyen terme, du long terme, qui va permettre de maintenir la motivation systématiquement et être au mieux. Après, dans l'idée, c'est à quel moment, en fait, dans le cadre du sport, bah, se préparer. Bah, j'ai envie de dire, le plus tôt sera le mieux. C'est pas nécessairement juste avant d'attaquer les compétitions. Au contraire, moi, j'aurais envie de dire, en fait, c'est quand on est sur une prépa un petit peu classique, qu'on revient aux fondamentaux, qu'on va reprendre, s'il faut, un cycle un petit peu d'endurance, de fond, où là, bah, en fait, on va pouvoir mettre en place tout au long de cette période pré-compétitive. Alors, je sais pas, hein, pour un sport qui est pratiqué en été, bah, ça va être sur toute la période hivernale. Mais en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de techniques à apprendre pour que, au moment de l'été, bah, l'athlète, il ait déjà plein de techniques différentes, qui se connaissent mieux.
Parce Ouais. que je pense que la connaissance de soi pour un sportif, c'est vraiment quelque chose de primordial et ben, c'est pas toujours le cas, en fait, hein. Ils sont pas toujours super conscients, en tout cas, de ce qui se passe dans leur tête et de pourquoi il y a des réactions qui se mettent en place dans le cadre de leur activité. Donc, à quel moment, c'est le plus intelligent de travailler? J'ai envie de dire au plus tôt, en fait, systématiquement. Ouais. Ça permet de, comme tu dis, de tester, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. On va adapter, on va tester, on va prendre le feedback, voir comment ça réagit. Voilà, il y a des grandes règles de travail, des grands principes, des grands outils. Et puis après, ben, on va partir de là. Et comme tu disais, en fait, après, ça devient de plus en plus précis. On va peaufiner des réglages de plus en plus fins. Et puis pour faire un petit travail d'orfèvre à la fin. Et que presque effectivement que le jour de la compétition, en fait, l'athlète il soit complètement autonome, il soit prêt en fait à ce moment-là, hein, Et effectivement. puis, on reste dans tous les cas sur de l'accompagnement, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, c'est ma vision, en tout cas, de la chose, hein, c'est pas se cantonner à une seule séance, 2 jours avant la compète. L'idée, c'est la préparation mentale, c'est de la préparation. Donc, il faut aussi que l'athlète, le sportif, professionnel, amateur, débutant ou peu importe, bah, s'engage en fait dans un processus de préparation. Et il faut qu'il soit actif dans ce processus-là. Parce qu'en fait, s'il est complètement passif et qu'il a juste envie de se dire qu'il a un préparateur mental en espérant que ça aille mieux sans rien faire, bah non, en fait. C'est pas comme ça que moi je travaille, en tout cas. Donc ça demande un vrai investissement, du sportif, comme pour de la prépa physique, hein. Quelqu'un qui fait de la prépa physique, mais qui y va 1 fois sur 2 et les rares fois où il y va, bah, il fait tout à moitié, bah, clairement sa prépa, elle lui sert à rien. Et souvent, moi, je dis, en fait, on a plein d'outils et on peut expliquer aux sportifs comment les utiliser, on peut lui montrer comment ça marche, mais par contre, on peut pas faire à sa place. Du coup, bah, c'est un peu comme si on avait une tondeuse. Bah, on peut vous la prêter et montrer comment elle marche, mais on peut pas les tondre dans votre jardin. Et c'est à vous de le faire à un moment. Enfin, souvent, j'utilise cette métaphore parce qu'elle parle bien quand même. Et du coup, voilà, ok, donc on a vu ça, comment ça se passe une séance, à quel moment se préparer. Après, c'est pareil, on en a parlé un peu, le ratio présentiel, visio ou sur le terrain, bah, ça va dépendre un peu du sportif, son objectif, de l'accompagnement. On voit en fonction. Moi, je travaille beaucoup en visio avec des sportifs qui sont un peu partout en France, voire à l'étranger. Et donc ça fonctionne très bien en visio. Et j'aime bien au maximum de faire en sorte de pouvoir aller sur le terrain avec les sportifs. Après, quand c'est pas possible directement, bah, je vais me débrouiller pour qu'ils m'appellent au téléphone, qu'on fasse un point pendant l'entraînement, pour qu'on, enfin, in vivo, dans la vraie vie, en fait, dans le vrai sport, qu'on voit ce qui se passe en fait. Et tout ce qu'on a travaillé en cabinet, de se dire, bah, ok, comment ça réagit, comment ça se met en place, qu'est-ce qui se passe vraiment quand, quand c'est dans le sport, quoi. Voilà. Et ça Mmh. permet d'avoir un retour en live et comme ça de déjà faire des corrections, des ajustements bah, qui sont super. Yes, bah, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. C'est vrai que je bosse pas mal en visio parce que j'ai plusieurs clients qui sont à l'étranger. Ou qui sont en France, mais pas du tout dans mon coin. En plus de ça, moi, j'ai déménagé récemment, donc du coup, bah, ça implique plus de visio. Mais après, pareil, j'ai des séances en cabinet, j'ai aussi des séances sur le terrain. Comme toi, l'idée de bosser sur le terrain, je la trouve vachement intéressante. Faire que ça, non, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites en Mm. dehors du terrain, Mhm. et qui sont plus intéressantes à faire en dehors. Mais ouais, disons que j'ai pas de ratio en fait à donner parce qu'encore une fois, il y a pas de règle. On s'adapte un petit peu à la demande de Ok. l'athlète et du sportif. Et il y a Stéphane qui pose une question. Vous proposez un accompagnement global au forfait, un nombre de séances, et l'athlète qui décide comment est fixé le cadre de ce type d'accompagnement. En gros, comment on est rémunéré et comment ça se passe. Bah, ça, c'est super, propre à chacun et je pense que nous 4, enfin tous la team de prépa mentale, sans prise de tête, on a tous nos fonctionnements plus ou moins différents. Ouais, moi, je fonctionne sous contrat dans tous les cas, donc ça va être des contrats avec 1, 2, 3, 4 séances, plus, du contenu réservé, plus des feedbacks au besoin, via WhatsApp ou téléphone. Donc ouais, ça va être des formules, si Mhm. on veut, assez complètes et ensuite, quand il gagne les JO, bah, je prends l'intégralité de ce qu'il a gagné, systématiquement. Voilà. Bah, moi, pour Hem, répondre, c'est un peu pareil, hein. J'ai un forfait avec différentes formules, avec voilà, différents niveaux d'interaction, de réactivité. Après, je suis ouvert je crois que Louis aussi, hein, tu me diras, mais on est ouvert aussi à discuter de tout. Et voilà, s'il y a un sportif qui a un challenge, qui a des envies, à discuter tout ça,
aussi, on est enfin, assez souple sur la façon d'accompagner. Donc ça se discute aussi à deux avec le sportif, avec quelqu'un qui a un super objectif. Voilà, moi je vais peut-être travailler avec une association qui travaille avec, qui lance une équipe de foot pour handicapés en Corse. Et ben voilà, c'est un projet qui me motive, qui me tient à cœur. Et ben on va s'arranger. Il y aura une partie bénévole et tout, donc on peut s'adapter. C'est le principe de tout bon préparateur mental, c'est de savoir s'adapter aussi, je pense. C'est ça. Je pense que, comme tu dis, on a tous une trame globale et puis derrière, en fonction de la demande, on va venir se caler, s'adapter et aussi en fonction de nos possibilités à nous, évidemment. Donc voilà. Et c'était une blague, hein, je ne prends pas tout l'argent qu'ils ont gagné au JO, je, je leur laisse. Ok. Donc voilà. Euh, Et puis après, bah, pour Alex et Kevin, il faudra leur demander dans une prochaine vidéo, hein. Il faudra yes. leur demander directement comment eux, ils fonctionnent. Question d'accompagnant d'hypno. Le sportif ayant souvent une bonne connaissance de son corps, de ses sensations, pour une visualisation efficace, recommandez-vous une transe assez profonde ou pas nécessairement? Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on va faire ce qui lui parle le plus et là où lui se sent le plus efficace. Il y a des sportifs, la transe profonde, clairement, c'est pas leur credo, ça leur parle pas plus que ça. Et comme bah, Marine le dit, ils sont déjà experts de leur corps. Donc en fait, ils savent déjà super bien jouer avec. Donc j'aurais tendance à dire que pas nécessairement, mais pourquoi pas? Parce que si on travaille avec lui et qu'en fait on se rend compte que bah non, bel et bien, il a du mal. Typiquement après une blessure, hein, par exemple, où certains sportifs peuvent avoir du mal à se réapproprier leur corps. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, après, déjà, je dirais que il y a un gros présupposé dans la question, c'est que les sportifs ont une bonne connaissance de leur corps. Et en fait, bah, pas forcément. Pas forcément. En fait, ça demande à être testé, à être vérifié. C'est-à-dire qu'en plus, connaissance de son corps, c'est assez large. Derrière la connaissance de son corps, il y a la connaissance de ses émotions, parce qu'une émotion, ça passe dans le corps. Il y a connaissance de ses réactions inconscientes, connaissance de sa proprioception, de son équilibre, de son schéma corporel. Donc tout ça, ça fait plein de choses et ça demande à être un peu bah, expertisé, à être diagnostiqué et voir ça. Et on se rend compte que finalement, des fois, il y a certains sportifs qui savent très bien répéter un geste mécaniquement, mais qui n'ont pas une très fine connaissance justement de leur corps, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Je sais pas si ça te parle aussi. Donc, Ouais, c'est intéressant. J'avais bossé avec un footballeur qui s'est fait les ligaments croisés. Donc bien embêté, opération et tout ce qui va avec. Et en fait, il savait pas du tout comment ça marchait un genou. Donc c'était ligament croisé antérieur. Ok, c'est quoi ce truc? D'où ça sort? C'est quoi le job c'est quoi le job de ce ligament en fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a cassé? Qu'est-ce que moi je dois faire à mon niveau? C'est quoi le but de l'opération? Et en fait, le fait de mettre de la lumière là-dessus, non seulement il a développé bah, de la connaissance de soi, pour le coup, et de son anatomie, et il s'est aussi rendu compte bah, des choses qu'il y avait à faire pour prévenir, ce qui mhm. renvoie à une question qui était posée tout à l'heure, hein. Prévenir un petit peu la blessure, optimiser la chose. Et bah, là, pour le coup, la et, préparation physique peut être ouais. super intéressante dans ce cadre-là. Et je fais le lien justement avec ce que tu dis avec la blessure, mais après la blessure elle peut intervenir dans différents cas, mais dans certains cas, bah, c'est clairement une méconnaissance du corps et de ses signaux qui va amener l'athlète à sa blessure en fait. Où en fait il va outrepasser les signaux, il va pas forcément bah, être à l'écoute de son corps, qui souvent envoie quand même des signaux, envoie qu'il a besoin de repos. Et dans ces cas-là, bah, ouais, on peut aller jusqu'à la rupture, hein. Et Ouais, effectivement, en plus, après, on ouais, pardon. n'accompagne pas que des sportifs pros, et il y a aussi tous les semi-pros ou les amateurs. Et là, ben, ça peut être un outil très intéressant, la prep mentale, pour développer la conscience de son corps, la conscience de ses gestes, pour l'amélioration technique, encore une fois. Ouais. Et pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure sur la blessure, c'est que oui, parfois on n'écoute pas son corps. Mais juste pour nuancer, c'est que parfois, bah, en fait, il faut apprendre à. C'est pas ignorer, mais c'est à faire avec. Parce que dans le sport, s'il n'y avait pas de douleur, s'il n'y avait pas de souffrance, je pense qu'il y a plein de sportifs qui arrêteraient. Parce qu'on a un côté un peu maso, hein, je pense, dans quasiment n'importe quel sport, du moment qu'on s'y investit beaucoup, bah, quand on grimpe trop, on a mal aux doigts. Quand on court trop, on a mal aux jambes. Quand on fait du combat, du MMA, de la boxe, bah, on prend des coups. Et à un moment donné, bah, c'est aussi développer cette espèce de finesse d'analyse qui va faire qu'on va arriver à se dire, OK, là, mon corps, il morfle parce que c'est normal qu'il morfle et je peux continuer là-dessus. Et à d'autres moments, bah, le corps, il morfle et là, c'est une alerte et il est en train de me dire stop.
Donc, il y a cette nuance qui est super, super importante. Et pour reprendre même le sport amateur, il y a des gens qui se mettent à la course à pied et en fait, bah, ils vont se dire: «Bah, je me mets à la course à pied», ils prennent leur basket, ils vont courir, 5-10 bornes et en fait, le lendemain, bah, ils n'arrivent pas à marcher et puis le surlendemain, ils ont encore mal et puis le troisième jour, ils ont encore mal et du coup, ils se disent: «Non, mais en fait, c'est nul la course à pied». Alors que, bah, non, en fait, là, c'est juste leur corps qui leur dit: «Écoute, tu tu pas couru depuis jamais, là, tu me mets 10 bornes, dans le cornet, bah, moi, il faut que je me répare, en fait. Il me faut quelques jours, quelques semaines pour me réparer. Par contre, quand on y retournera, bah, on pourra, bah, courir, plus loin, on pourra courir plus facilement et puis avec un entraînement qui est adapté, ça va permettre d'amener la chose plus facilement». Donc donc oui, je pense que la connaissance de son corps et de ces points où on peut se permettre de continuer dans la souffrance et les autres moments où on arrive à identifier le: «OK, là, je suis en train de passer la limite, stop». C'est quelque chose qui est assez fin, effectivement. On va prendre une dernière question et après on va arrêter là pour ce soir et si vous avez d'autres questions, on reste à votre dispo, par mail, sur le groupe Facebook, voilà pour y répondre. Et puis sur les prochains webinaires, gardez un peu des questions pour Alexandre et Kevin pour le prochain webinaire. Du coup, pensez-vous qu'il faut connaître le sport de l'athlète, du demandeur pour le suivi? Alors, oui et non. En fait, parfois, c'est intéressant d'être bien immergé dans le sport, de connaître parce que ça facilite. Et en même temps, on a un peu le risque peut-être parfois de mélanger sa propre expérience. Ouais. Voilà, et ça peut être intéressant d'avoir un regard neuf sur un sport et de poser des questions, des fois de béotien à l'athlète, de vraiment s'intéresser à ce sport. En tout cas, il y a vraiment toute une phase d'acclimatation, d'accommodation, d'intégration quand on arrive sur un nouveau sport. Et moi, je la trouve hyper intéressante. Je vais beaucoup me documenter, j'ai posé plein de questions à l'athlète. Et souvent, il y a des questions qui lui paraissent, en fait, qui paraissaient jusque-là évidentes, mais où en fait, ça va lui faire un grand nombre de prises de conscience, en fait. Parce que je vais lui poser des questions et qui ne s'est jamais posé, en fait. Du coup, ça file vraiment beaucoup d'infos pour l'accompagnant et pour l'athlète. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc pas forcément nécessairement, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert du sport. Voilà, et même quand on est un expert du sport, je dirais qu'il faut bien faire attention pour regarder ça avec un œil neuf. Voilà, avec ses connaissances, mais avec un œil neuf. Je suis assez d'accord avec ça. Alors après, bah, pour le coup, moi, j'ai un petit peu la vision du prof de PS et donc bah, j'avais pu aborder plein de sports différents et bah, il y a la logique interne du sport, il y a comment ça fonctionne, il y a le règlement, il y a tout ça. Donc c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des sportifs qui pratiquaient des sports que je connaissais pas nécessairement, bah, je suis parti sur cette dynamique-là, en fait, pour capter un petit peu, bah, c'est quoi les enjeux de ce sport-là, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi le règlement, qu'est-ce qui fait que. Et donc déjà, ça permet en fait d'avoir une vision qui est assez précise de l'activité à ce moment-là. Après, comme dit Brice, être expert d'un sport, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être meilleur coach ou préparateur. Évidemment, il y a l'expérience qui va faire que on va parler le même vocabulaire tout de suite. Mais ce ne sera pas nécessairement le credo ultime, si on veut. Euh, je pense que ça peut être un plus, mais ça peut être un plus avec quelqu'un qui le sait, en fait. Quelqu'un qui sait que sa spécialité, c'est l'escalade et qui bosse avec un grimpeur, il faut juste qu'il soit au courant que bah, lui aussi, il a son expérience, il a ses propres biais cognitifs, il a sa propre vision de la chose, et sa vision à lui, c'est pas la vision de l'athlète. Donc, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est vachement important pour moi, c'est justement de ne pas mélanger mes expériences Mhm. avec les expériences de mes athlètes. Parce qu'on n'est jamais, même si on a fait la même course, qu'on a fait le même temps, qu'on s'est suivi tout le long, on l'aura jamais vécu pareil. Donc l'idée, c'est de bien trancher par rapport à ça et de remettre les choses à leur place. Et quand je suis préparateur mental, je suis préparateur mental, je ne suis pas athlète, en fait, à ce moment-là. Yes, belle précision, belle remarque. Du coup, on va clôturer là pour ce soir. On va vous parler quand même de notre projet là, de ce qui est en train de se monter avec le club des 4, là, des 4 fantastiques, préparateurs mentaux. Donc avec Louis, Kevin, Alexandre et moi. Du coup, il y a un groupe Facebook, je vous ai mis le lien là, qui s'appelle la préparation mentale sans prise de tête. Donc le replay du live sera disponible dans quelques jours dessus. On le mettra.
Posez-nous vos questions dessus, partagez-nous ce que vous avez envie de nous partager dessus. Voilà, on tâchera d'y répondre, ça nous donnera des idées pour les prochains lives, pour les prochains webinaires. Donc on est super content, on est déjà 500 sur le groupe, là ça fait une semaine qu'on a lancé, donc nous on Ouais, est c'est top. super Ça, contents. c'est vraiment chouette. Donc partagez, invitez vos copains sportifs, invitez les gens qui s'intéressent à la préparation mentale dans le sport. C'est super chouette, hein, tout ce qui est en train de se passer. Et du coup, nous, pour la suite, pour animer cette communauté, pour animer les échanges, les partages, on prévoit donc des articles sur le sport, sur la préparation mentale. Il y en a déjà sur le groupe Facebook, si vous allez voir dans le fil, hein. On prévoit des vidéos sur des thématiques, des sujets particuliers. D'ailleurs, si vous avez des thématiques, des sujets que vous voudriez qu'on traite, qu'on aborde en Ouais, vidéo, envoyez-nous. On va continuer à faire des webinaires sur la préparation mentale, à faire des webinaires même spécifiques. Donc le pour prochain certains sports. webinaire, ça sera un webinaire spécial tennis. Et donc il sera animé par nos deux experts sur le groupe, donc Alexandre Marteau et Kevin Juel. Et ça sera vraiment orienté sur la préparation mentale dans le tennis. On reparlera de ça sur le groupe, mais pour tous ceux qui font du tennis, qui s'intéressent au tennis, rendez-vous le mercredi 2 juin. Voilà. Et aussi, on prévoit aussi des interviews de sportifs, de coachs, de préparateurs mentaux pour continuer à parler de tout ça, pour continuer à développer sur le sujet, à voir comment eux ils utilisent la préparation mentale dans le cadre de leur sport. Voilà, on est en contact, on fera du coup des thématiques pour interviewer peut-être des grands noms du kite, de l'escalade, du trail, voilà. Et même si vous avez des thématiques, des sujets particuliers à aborder, envoyez-nous un mail et on tâchera au mieux de trouver un spécialiste, de trouver comment vous répondre au mieux. Voilà, donc je vais mettre le mail et voilà. Louis, si tu as d'autres choses à dire pour ce beau projet qu'on est en train de Ouais, monter. ce projet, je pense qu'à nous quatre, il nous tient à cœur. Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est qu'on est tous très différents. D'un autre côté, dans notre pratique, on n'est pas les mêmes. De toute façon, il n'y a qu'à voir nos 4 sites web. C'est le jour et la nuit d'un site à l'autre. Donc, je pense que c'est aussi ça qui va faire la force de ce groupe-là. Et l'idée, c'est vraiment en fait d'enlever cette espèce de voile flou qu'on peut avoir aujourd'hui sur la préparation mentale. À mon sens, c'est quelque chose en fait qui devrait, que tout le monde devrait savoir en fait, sportif ou peu sportif. Je pense que c'est quelque chose qui devrait prendre plus de place. Parce qu'en fait, ça va permettre de développer tout un tas de choses, les habiletés mentales et tout ce qui peut aller avec. Et ça va enlever ce côté un petit peu nébuleux, ce côté du la prépa mentale, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. On sait qu'un tel a fait de la prépa, on sait que oui, c'est bien la prépa parce que j'ai lu un article là-dedans dans l'équipe. Ouais, mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Après, évidemment, nous, on va vous apporter nos avis. Donc c'est pas la norme, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Nous, on va vous apporter notre expertise à nous, qui sont très diverses pour le coup. Et l'idée, c'est justement voilà, créer un groupe qui soit dynamique, dans lequel il y ait vraiment de l'interaction et qui permette de découvrir plein de choses, d'expérimenter des trucs. Et c'est pour ça que pour le coup, on compte vraiment sur vous pour nous poser des questions, nous proposer des thèmes à aborder sur lesquels on pourra prendre le temps de bosser et vous apporter du contenu qui soit qualitatif. Là, l'idée, c'est clairement, on ne veut pas être dans des espèces de classiques, de basiques où on raconte toujours la même chose. L'idée, c'est justement d'apporter quelque chose de plus précis et en même temps qui vous permettent en fait d'être plutôt clair en fait Ouais. avec tout ça. Et j'en profite. Donc j'ai lancé un petit sondage. On vous demande votre avis là pour savoir à quelle heure vous préférez les prochains webinaires. Donc le sondage est en cours là. Donc allez-y, cliquez sur l'horaire que vous préférez. Et on compte même mettre en place des ateliers sur peut-être 2 heures ou des demi-journées sur des techniques spécifiques. Voilà, en petits groupes qui pour le coup là seraient payants, des mini-ateliers et pourquoi pas des formations sur une journée, voire plus, sur des techniques de prépa mentale, peut-être même plus orientées spécifiquement sur un sport à ce moment-là pour pouvoir répondre à vos questions et là pour le coup être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace dans ce qu'on vous propose. Donc il y a pas mal de choses, on a pas mal d'idées et on est ouvert aussi à toutes vos propositions, hein, comme l'a dit
Louis, voilà, pour continuer à faire vivre ça et vous proposer des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font triper et pour continuer à travailler votre mental sans vous prendre la tête. Exactement. De toute façon, on va pas continuer de vous teaser pendant 30 ans non plus tout ce qu'on vous réserve, hein. On vous en garde un petit peu, on vous en garde un petit peu des petites surprises sous le pied. Et en tout cas, merci à tous d'être venus. Dans vos inscriptions, on a vu qu'il y avait pas mal de trailers de coureurs. Et qu'est-ce qu'on avait vu d'autre comme activité qui revenait super souvent? Il y avait du kite qui revenait beaucoup, du MMA, de la boxe. Donc nous, ça peut déjà nous donner des idées. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire des petits retours par mail ou sur Facebook pour nous dire ce que vous aimeriez qu'on aborde comme thème. Donc, on peut clôturer? Yes. Merci à tous pour votre Ouais, participation. c'est ça. C'était chouette de vous avoir dans le chat et de vous avoir aussi réactif. On espère que vous avez apprécié, que vous avez appris aussi plein de choses. Super, il y a plein de merci qui affluent, c'est chouette. Ouais, Donc merci à vous. on est content, ça fait du Ouais, bien, c'est ça fait top. chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer. Bon, et merci encore à tous et puis du coup à très vite ici ou sur le groupe.